Toi aussi, quand tu regardes le monde, tu te dis « on est mal barré ». Je te rassure, je suis au même endroit. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Pas parce que je suis plus optimiste que la moyenne, mais parce que je crois fondamentalement en notre capacité à apprendre, à se réinventer et à transformer le monde autour de soi. Et c'est ça qui m'empêche de me résigner, à baisser les bras et à attendre que le Titanic coule. Plus sérieusement, je fais cette petite introduction parce qu'en fait, c'est la première vidéo de cette chaîne et j'avais envie de commencer par tracer un cap. Mon envie ici, c'est de réfléchir à la société dans laquelle je vis, au monde autour de moi, de réfléchir à ma vie et de le faire publiquement, de partager un petit peu ces réflexions et l'avancée de ma pensée au fur et à mesure que je la construis. Et pour ça, j'ai un plan, passer par la petite porte du jeu. Alors le jeu, tout le monde connaît, mais c'est souvent quelque chose qui est mis au placard du divertissement ou du loisir. C'est un objet qu'on destine un petit peu à l'enfance ou aux grands enfants, et on le pense assez peu en interaction avec la société, comme reflet du monde qu'il a produit, comme forme d'expression, comme œuvre d'art. Et je pense qu'on ne fait que commencer l'exploration de ce continent immense qu'est le jeu. Alors le jeu, j'ai envie de l'explorer comme une philosophie de vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne le sais pas encore. C'est quelque chose qui va se construire aussi au fur et à mesure que grandit cette chaîne. Mais si tu veux le savoir, abonne-toi. Pour moi, la philosophie, c'est pas juste la discipline qu'on essaye de t'enseigner au lycée. C'est comme la politique, c'est pas juste le cirque médiatique avec lequel on nous gaffe toute la journée. C'est pas le fait de mettre une enveloppe dans une urne tous les 5 ans. C'est un rapport à l'autre. À l'autre comme individu sensible, à l'autre comme culture, à l'autre comme inconnu qui me fait peur parce que je ne le connais pas. Et c'est comment je régule mes comportements face à cet autre-là. Ça, c'est le début d'une politique, en fait. Et elle se retrouve tous les jours, dans la vie quotidienne. Elle commence dès le moment où tu passes ta porte. Et aussi, elle se retrouve, bien sûr, autour d'une table de jeu de société. Et la philosophie, c'est pareil. C'est une façon d'apprendre à vivre, à construire sa vie, à trouver la vie qui nous convient. Et ça passe par un brassage d'idées et la confrontation à d'autres visions du monde qu'on va aller lire, qu'on va aller écouter. Et justement, la philosophie, c'est pas des textes où on comprend rien, avec des concepts, etc. Ça, c'est une forme de la philosophie qui peut être intéressant comme exercice de pensée, exercice intellectuel pour pousser un petit peu les idées dans leur retranchement. Mais au fond, la philosophie la plus intéressante, c'est celle qui s'incarne dans la vie et qui nous amène à agir dans le monde. Donc jeu, philosophie, politique, épanouissement personnel, voilà un petit peu le cocktail de cette chaîne. Et donc je suis très content de commencer cette aventure et vous êtes aux premières loges pour la suivre. Allez, trêve de plaisanterie, je vous ai promis dans cette vidéo 3 mindsets ou états d'esprit qui vont changer votre vie. C'est parti. 1. Faire confiance à sa capacité à apprendre. Ça, c'est capital. On est tous équipés comme il faut pour apprendre. Notre cerveau est câblé pour ça. Mais le problème, c'est que pour beaucoup, l'école nous a un petit peu dégoûtés de l'apprentissage et de l'effort que demande l'apprentissage. Et je ne jette pas la pierre aux profs. Ma mère était prof pendant de nombreuses années, j'ai vu ça aux premières loges. La faute vient surtout d'un système éducatif qui n'avait pas été designé à l'origine pour épanouir les individus, mais surtout pour fournir des forces vives, pour faire tourner la machine qu'est notre société. Et c'est pour ça que cette compétence qu'on a tous d'apprendre, il est essentiel qu'on la conserve tout au long de notre vie. Elle va vraiment conditionner notre capacité à nous réinventer. Et moi, ce dont je parle vraiment, c'est la question de la confiance dans sa propre capacité à apprendre, c'est-à-dire une capacité à se projeter dans le futur et à le voir de façon rassurante en se disant oui, mon moi du futur pourra apprendre de nouvelles choses qui pourront lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation. Et c'est d'autant plus vrai que aujourd'hui, avec le tsunami de l'intelligence artificielle qui est en train de nous tomber dessus, beaucoup de gens ont la trouille de se faire remplacer. Et dès lors qu'on est confiant sur le fait que cette capacité d'apprendre, elle est dans notre ADN et qu'on va pouvoir la remobiliser, ça, je peux vous garantir que ça allège pas mal du poids qu'on peut se mettre sur les épaules quant à l'incertitude de l'avenir. 2. Libérer son corps. Alors, on n'imagine pas ou on sous-estime souvent à quel point son corps
peut avoir une influence sur son mental. Et heureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour défendre une certaine hygiène de vie, que ce soit à travers le sport ou l'alimentation. Et même si on peut critiquer quand même cette tendance, parce que si on la pousse jusqu'au bout, on peut voir à l'horizon une sorte de société complètement hygiéniste, obsédée par le culte de la performance, par les apparences. En tout cas, c'est quand même une bonne direction parce que cette hygiène de vie va vraiment nous permettre de trouver notre full potentiel, comme on dit, notre plein potentiel. Mais en fait, moi, ce que je veux dire par libérer son corps, c'est un petit peu différent. Ça touche plutôt au rapport à soi, à son corps, au regard sur son corps, à l'intimité, au toucher, au bouger, au mouvement. Et un exemple que je peux prendre de ma vie, c'est la danse par exemple. Moi, ma vie a vraiment eu un nouveau chapitre quand j'ai remis la danse, j'ai retrouvé la danse, là, en l'occurrence la danse de salon, danse de couple. Quand je l'ai retrouvée, ça a vraiment été une façon de me reconnecter aussi avec mon corps. Parce que moi, j'ai tendance, on va dire, à passer du temps là-haut, à analyser les choses, à concevoir des jeux. Ce sont des activités qui mobilisent l'esprit, à analyser, écrire, etc. Mais j'avais un petit peu délaissé, même si je faisais du sport, j'avais délaissé, on va dire, ce rapport intime à soi. Et plus récemment, j'ai pu tester une journée de biodanza. Alors ça, c'est quelque chose de complètement dingue. C'est un espace et un temps pendant lequel on peut bouger, danser, on va faire des exercices collectifs qui vont nous permettre d'exprimer ses émotions, ses pensées, ses humeurs. Et ça, en compagnie d'une trentaine, quarantaine d'inconnus. Et c'était vraiment une très belle expérience et ça m'a fait réaliser à quel point ces espaces-là étaient rares dans notre société, à quel point on avait peu d'endroits où on pouvait s'exprimer à travers le corps sans avoir peur du jugement et avec une totale bienveillance. Et enfin, libérer son corps, c'est aussi faire la paix avec sa sexualité. Alors, la sexualité n'est peut-être pas à l'ordre du jour selon ton âge, c'est peut-être pas ton actualité du moment, c'est peut-être de l'histoire ancienne, ou encore peut-être que tu es en couple depuis longtemps et la sexualité est plus la même qu'au début de ta relation. Mais toujours est-il que c'est important de pouvoir garder un dialogue vivant autour de la sexualité, de ne pas en faire un objet qu'on a posé sur une étagère et qu'on touche plus en fait, ou qu'on fait fonctionner toujours de la même manière. Parce que la sexualité est le reflet aussi de ta curiosité au monde. La société, malheureusement, nous a un peu fait voir la sexualité dans une petite case comme ça, souvent en termes binaires, alors que son spectre est large comme ça. La sexualité, c'est aussi être capable de parler de ce qu'on vit à travers le rapport intime à l'autre. Et ça dépasse vraiment l'acte sexuel pur, c'est vraiment une histoire de rester curieux, de rester ouvert aux besoins de l'autre, à son propre besoin, à ses envies, à ses goûts. Et ça passe aussi par en fait, une ouverture à la différence, on va dire, à la nouveauté. Pourquoi pas aller voir du côté du même sexe? Est-ce que tu as déjà eu du désir pour quelqu'un du même sexe que toi? Qu'est-ce que ça fait? Ça te gêne? Pourquoi ça te gêne? Tu vois, comment tu penses qu'on va te percevoir? Donc toutes ces questions-là sont importantes parce qu'elles vont vraiment contribuer à ton développement personnel. Et en fait, la sexualité, c'est un terrain formidable justement d'expérimentation et de découverte de soi. En plus, bien sûr, aussi d'être une source de plaisir. Et malheureusement, la question de l'épanouissement de sa sexualité est un peu mise derrière un paravent. C'est pas quelque chose vraiment qui occupe une place importante dans l'espace public. Et la conséquence de ça, c'est qu'on n'est pas éduqué à parler de sexualité. Les parents n'ont pas fait ce travail, et je comprends, c'est pas forcément toujours évident de parler de sexualité avec ses enfants, pourtant ça devrait pouvoir être faisable. Et ce qui se passe, c'est que on est un petit peu atrophié dans notre capacité à s'exprimer sur ce sujet, on est mis dans une case, on est victime aussi de stéréotypes et qu'on va reproduire aussi parce qu'on ne s'est jamais questionné, on n'a jamais pris le temps et le risque aussi de s'exposer, de s'ouvrir, d'aller tester des choses différentes qu'on ne nous aura pas éduqués à aller voir. Et ça, c'est vraiment important parce que cette ouverture que tu vas avoir vis-à-vis de ta propre sexualité, donc de ta vie intime, en fait, elle va ensuite se transférer sur ton ouverture au monde de façon générale. Et c'est cette dynamique-là qu'il est super important de conserver parce que ça va ensuite enrichir et te permettre d'épanouir ta vie dans son ensemble. 3. Cultiver son esprit critique. Alors ça, c'est un mindset qui va te faire mal au crâne. Tu vas pas l'aimer. Tu vas mettre la vidéo en vitesse x2, tu vas rage quit. Mais en fait,
tu vas pas y couper. Ton esprit, c'est comme un jardin. Si tu l'entretiens pas, ça devient une jungle. Il y a des ronces qui arrivent, il y a des orties, des sangsues, ça va commencer à devenir un marécage, ça va puer, et ça, c'est un mauvais bail. Mais en fait, l'esprit critique, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est simplement ta capacité à voir le monde avec un certain recul. Et c'est justement cette prise de recul qui te permet d'identifier, de déceler, d'observer les structures invisibles qui nous gouvernent. L'objectif derrière tout ça, c'est justement de pouvoir se libérer de ces structures. Et c'est un petit peu comme à la fin de Matrix, quand Neo se met à voir la matrice directement. Il ne voit plus le réel ou l'apparence du réel, mais il voit les structures qui gouvernent ce réel. Et moi, j'ai souvent tendance à comparer l'esprit critique, si tu veux, aux lunettes du film Invasion Los Angeles. Alors ok, t'as pas vu ce film, c'est un film de John Carpenter de 1988, ouais, ça pique, mais c'est un film culte, indémodable, qui vraiment incarne pour moi cette idée d'un regard qu'on aura construit, qui est aussi une forme de résistance. Alors dans le film, si tu veux, l'idée c'est qu'il y a une invasion d'extraterrestres, et que ces extraterrestres, ils prennent la forme d'humains. En fait, ils sont dans le corps d'êtres humains, quoi. Sauf qu'il y a une résistance qui s'est organisée, et en fait, ils ont développé une façon de résister à travers des lunettes. Donc c'est des sortes de lunettes basiques, des lunettes noires, et les gars, quand ils mettent les lunettes, ils arrivent à voir qui est alien et qui est humain. Et ils peuvent aussi voir à travers tous les panneaux, notamment il y a une scène où les deux personnages mettent les lunettes et ils voient tous les panneaux publicitaires et ils se rendent compte des messages subliminaux que ces panneaux nous envoient en fait. Et si tu veux, ces personnages-là réussissent à voir au-delà des apparences, à voir justement les structures et à ensuite, bien sûr, chercher à s'en libérer. C'est un film complètement dingue qui, moi, m'a beaucoup inspiré. Alors vraiment, si tu l'as pas vu, va le mater direct. Par contre, je te préviens, c'est un film aussi de son époque. Tu vas être surpris par son rythme. Il y a notamment une scène de bagarre entre deux personnages. Justement, le héros essaye de faire mettre des lunettes à son acolyte, qui refuse, qui s'obstine justement à ne pas mettre ses lunettes, et c'est une scène qui dure presque 10 minutes, 10 minutes de baston de rue. C'est ce que raconte cette scène, au fond, c'est vraiment la difficulté qu'on a à vouloir endosser ses lunettes. L'esprit critique, c'est vraiment un muscle que tu vas exercer toute ta vie. Et en fait, si tu t'en sers pas, bah tu l'as perdu. Et en fait, le problème, c'est pas tellement Internet, les réseaux sociaux ou la télé, parce qu'on peut pouvoir regarder et consommer ces espaces d'expression avec un esprit critique, c'est-à-dire en réussissant à déceler ce qui est bon pour le collectif ou ce qui est mauvais. Voilà donc 3 piliers qui pourront avoir un effet positif sur ta vie: garder confiance dans ta capacité à apprendre, libérer ton corps et cultiver ton esprit critique. Alors j'ai appelé ça des mindsets parce que pour moi, c'est bien plus que des compétences, c'est vraiment un état d'esprit qui peut infuser à travers tous les domaines de ta vie. Et ça, je t'assure que ça va vraiment te permettre de t'épanouir, garanti ou remboursé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager la vidéo. C'est un signal pour moi que je vais dans le bon sens. Et pour te donner une petite idée de la suite du programme, j'imagine des sujets comme comment le jeu du loup-garou t'aide à faire de la politique, comment gérer l'équilibre entre une vie d'artiste et de chef d'entreprise, comment le rap m'a aidé à développer mon esprit critique. En tout cas, voilà plein de réjouissances à venir. On ne va pas s'ennuyer.